Je suis Jonathan Akia du département de la banque privée et gestion de patrimoine. Avec moi, j'ai Marc Alexandre Manet, notre directeur des investissements. Bienvenue à notre webinaire qui est en collaboration avec la CCIFM. Aujourd'hui, on parlera du retour à la normale éventuellement et la hausse de l'inflation et bien sûr, comment se positionner au niveau des investissements. Et Marc Alex, tu veux rajouter un petit truc? Bonjour déjà à tout le monde d'être présent cet après-midi ou en début d'après-midi pour nos amis français. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce séminaire, enfin ce vidéo-webinaire. Un webinaire qui sera en 2 étapes. Une première étape où on échangera un certain nombre de questions et de réponses avec Jonathan. Et une deuxième partie qui durera, elle, une quinzaine de minutes. Donc la première fera une vingtaine de minutes à peu près. Et la deuxième partie qui sera les questions-réponses. Qui durera, elle, une quinzaine de minutes et qui vous permet en fait de laisser vos questions sur les sujets que l'on aborde aujourd'hui, donc sur le retour à la normale, l'inflation et les incidences sur les actifs financiers, dans l'encart qui se situe à droite de l'écran, et nous répondrons au plus possible de questions. Et le cas échéant, si jamais il y avait des questions auxquelles nous ne répondrions pas pendant ce webinaire, nous y répondrions en privé par retour d'email. Exactement. Merci. Et Marc Alex, 2021, c'est sous le thème du retour à la normale à travers diverses économies, surtout grâce au support des banques centrales et surtout de l'accélération de la vaccination. Est-ce que tu peux nous faire un petit point? Oui, alors c'est important de reprendre par rapport à cette partie-là, puisque le retour à la normale est quelque chose qui a été prévu depuis le mois de novembre. On a vu d'ailleurs, sans rentrer trop vite dans les détails, mais une rotation qui s'est faite en faveur de certaines valeurs cycliques à partir du moment où il y a eu l'idée du retour à la normale qui a été liée à la vaccination elle-même. Et les premiers vaccins qui ont été distribués ont commencé début d'année. Et on peut d'ailleurs commencer à voir sur ce graphique, depuis début 2021 à aujourd'hui, le nombre de doses qui ont été administrées et qui s'élève à aujourd'hui à peu près 1,3 milliard de doses. Donc, ce ne sont pas de nombreux de personnes qui ont eu l'intégralité des doses nécessaires pour être considérées comme vaccinées. Et effectivement, le nombre de doses, et c'est 1,3 milliard depuis le début de l'année sur à peu près 7 milliards, un peu plus de 7 milliards d'habitants dans le monde. Ce qui est aussi important, c'est de voir que c'est pas forcément homogène. Ça veut dire qu'en fait, c'est déjà pas homogène en termes de nombre de doses, mais entre les pays émergents et les pays développés. Mais c'est également le cas au sein même des pays développés, comme on peut le voir ici. Donc là, on a projeté le pourcentage de la population dite vaccinée, donc qui a reçu le nombre de doses nécessaires pour être considérée comme entièrement vaccinée, dans différents pays. Alors, on voit évidemment qu'Israël est particulièrement en avance et ce retour à la normale a déjà commencé puisque les masques ne sont plus obligatoires. Et on voit effectivement qu'on aurait pu s'attendre que les pays développés aient une vitesse de vaccination importante. Ce n'est pas vraiment le cas, que ce soit par exemple en France ou en Allemagne ou même au Canada, où on est sur des niveaux qui sont inférieurs ou proches de 10%, ce qui signifie que le retour à la normale pour ces pays peut prendre un peu plus de temps. Et donc avoir des incidences sur la croissance économique à venir pour ces pays ou pour les zones dans lesquelles ils sont. Ok. Maintenant, on te dit retour à la normale, dit forcément une augmentation de la demande qui peut faire créer une pression inflationniste. Est-ce que tu penses que l'inflation sera transitoire ou permanente? Alors, c'est une excellente question puisque l'inflation était le thème dont on a parlé depuis le début de l'année, puisqu'il est évident que lorsqu'on a une reprise économique qui est relativement forte, on a également son corollaire qui est l'inflation. Jusque récemment, l'inflation n'a jamais été vraiment un sujet puisque on a connu historiquement des taux d'inflation qui étaient relativement bas, ce qui explique également pourquoi les taux ont baissé tendanciellement depuis la fin des années 80. Cependant, ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, depuis le début de l'année, on en voit le chemin, c'est qu'on a eu une inflation qui a été motivée à la fois par la demande et à la fois par l'offre. Donc, on a 2 types d'inflation et c'est conjointement ces 2 types d'inflation qui sont aujourd'hui en question. Et si on regarde un petit peu en détail l'inflation par la demande, elle est liée au fait qu'il y a une consommation qui repart. L'année dernière, dans les mêmes conditions, les mêmes périodes, on avait un accès qui était quand même relativement limité à un certain nombre de magasins et ou de dépenses possibles, ce qui a créé effectivement un effet de base sur cette partie consommation qui était en diminution. Et puis ensuite, on a eu tous les avantages
ou les allocations, les subventions qui ont été données au travers des banques centrales et ou des budgets qui ont été déployés et qui aujourd'hui font qu'on a une augmentation de l'épargne, notamment aux États-Unis, qui a grimpé de 15%, alors que les Américains n'étaient pas considérés comme particulièrement écureuils dans leur approche. De ce fait-là, aujourd'hui, ils ont une capacité de consommation qui est grandissante. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que le jour où les économies vont réouvrir complètement, ce surcroît d'épargne va être utilisé pour des dépenses et rattraper entre guillemets le temps perdu, sachant que effectivement, si j'ai pas consommé pendant quelques années un produit ou quelques trimestres un produit, je ne vais pas en surconsommer pendant les mois qui viennent. Ça, c'est donc pour la partie pour la demande. De l'autre côté, on a aussi le fait que on le voit récemment, on l'a vu la semaine dernière avec les chiffres qui ont été publiés sur les salaires. On a une tendance à l'augmentation des salaires, notamment aux États-Unis, puisqu'ils ont grimpé de 0,7%, alors qu'ils étaient attendus en hausse de seulement 0,1%. Et la raison pour laquelle ces salaires augmentent, c'est que suite aux différents chèques qui ont été envoyés, ainsi qu'aux compensations qui ont été données et l'augmentation des allocations chômage, qui ont pris plus de $300, les Américains aujourd'hui n'ont plus envie d'aller travailler pour un salaire qui serait inférieur à ce qu'ils touchent en restant chez eux, qui, d'après un calcul assez simple, serait entre 20 et 22 dollars par heure pour les Américains, ce qui veut dire que si on compare ça par rapport au salaire moyen des Américains, on a effectivement un chiffre qui est très élevé. Donc ceci va aussi entraîner une certaine inflation. Et de l'autre côté, on a l'inflation par l'offre. L'inflation par l'offre, elle est liée au fait qu'on a un effet de base qui est important suite au prix des matières premières que l'on a connu l'année dernière, qui était relativement basse, qui aujourd'hui ont eu tendance à progresser en lien avec la croissance économique et qui donc viennent en cumul de cette inflation par la demande augmenter tendanciellement les prix et pourront avoir des incidences sur les prochains mois. D'ailleurs, si on regarde sur la partie, sur un slide ici, voilà, on regarde ici la tendance. Donc, l'inflation est normalement jaugée par le taux à 10 ans. Ici, c'est sur une année complète. Donc, on l'a pris à partir de mai 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que les taux 10 ans qui sont censés refléter les estimations d'inflation sont à un niveau qui est beaucoup plus élevé, à 1,66%. Cependant, si on le compare par rapport à celui-ci, à ce graphe-ci, où on compare l'inflation prévue à 5 ans et les taux d'intérêt, on voit effectivement qu'il y a un vrai décrochage actuel entre là où les taux devraient être et là où ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, et on le verra un peu plus après, il y a effectivement un risque de tension supplémentaire sur les taux dans les prochaines semaines. OK. Donc, éventuellement, quand on te dit que les chiffres de l'inflation sont sortis hier bien plus haut que prévu, à disons 4,2% contre 3,6% qui était attendu, est-ce que la Réserve fédérale n'aurait pas dû intervenir? Mais bon, ils l'ont pas fait. Est-ce qu'ils vont le faire? Si jamais ils vont le faire, c'est pour quand? Et quelles seraient les conséquences? Alors, c'est assez important parce que c'est vraiment les vues que l'on a aujourd'hui. C'est de dire que les taux, et on l'a dit juste avant, mais les taux étaient assez complaisants par rapport au niveau d'inflation attendu. 4,2% au lieu de 3,6%, c'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis plus de 11 ans. Donc, ça veut dire qu'on est sur des niveaux d'inflation qui sont très élevés. Le marché attendait une information de la part des membres de la Fed sur les éventuels tapering, ça veut dire la réduction des achats d'obligations à venir, puisqu'aujourd'hui, la Fed achète à peu près pour 120 milliards de dollars d'obligations par mois, qui se répartissent 80 milliards, grosso modo, sur la partie taux et une quarantaine de milliards sur la partie mortgage-backed securities, donc les obligations liées à des dettes. On est dans cette situation où aujourd'hui, le marché pense, et a raison, que dans le contexte actuel de croissance économique, qui est quand même relativement forte, puisque si on regarde les attentes de croissance économique pour la période, pour le Q1 et pour le Q2, que l'on voit sur ce graphique, on a quand même des croissances très élevées par rapport à des niveaux historiques, où les États-Unis avaient plutôt tendance à avoir une croissance trimestrielle de l'ordre de 1,5% en période normale, et on voit que là, on est sur des niveaux de croissance sur le Q1 autour de 7,5%, et sur le deuxième trimestre autour de 10,5% selon Goldman Sachs,
ou 8,1% selon le consensus pour le deuxième trimestre. Ce qui veut dire que là, on est sur un emballement de la croissance qui ne nécessite plus des soutiens budgétaires et monétaires aussi importants. Donc, le marché attend de savoir à quelle vitesse la Fed va réduire ses achats d'obligations pour pouvoir repricer la valeur des actifs financiers et même immobiliers dans le cas de figure par rapport à ça. Et cette incidence de tapering va avoir effectivement comme corollaire une hausse des taux, notamment des taux longs, qui eux-mêmes vont être utilisés comme benchmark pour savoir effectivement et repricer la valeur des actifs financiers du type action. Donc effectivement, la prochaine réunion, c'est le 17 juin. Donc, on sait que lors de la précédente réunion, il n'y a eu aucune information supplémentaire. La Fed est très à l'aise avec le pic d'inflation. Les chiffres d'inflation qui ont donc été publiés à 4,2% pour le mois d'avril indiquent que le reste de l'année, par rapport à ce qui avait été prévu, l'inflation ne devrait pas dépasser 2,3%, ce qui, dans notre consensus, ne semble pas réalisable, puisque avril a été le premier mois avec un réel effet de base. Mai et juin devraient connaître également une vraie hausse de l'inflation. Pour rappel, et même si ça n'a été que technique et duré que quelques jours, le marché pétrolier américain a connu un taux négatif techniquement fin avril, et on sait pertinemment que aujourd'hui on est revenu à des niveaux quasiment équivalents à ceux avant pré-Covid en termes de prix du pétrole. Donc, ne serait-ce qu'en prenant cette base-là ou ce benchmark-là, on voit que les niveaux d'inflation devraient continuer à évoluer assez fortement sur mai et sur juin et avoir des incidences. Donc, le 17 juin, la Fed aura un dur labeur à annoncer la hausse des taux, pas la hausse des taux, mais en tout cas le tapering, et donc la compréhension et l'incidence que ça va avoir, et c'est relativement important. Si elle annonce une baisse de 20 milliards par mois d'achat d'obligations, les marchés seraient assez positifs à cette annonce. Si elle court après le papier, c'est-à-dire qu'elle aura été trop tardive dans sa prise de décision, il est probable qu'à partir de là, elle soit obligée de baisser de manière plus drastique ses achats mensuels. Et là, le marché pourrait vraiment encore continuer à la baisse. Une tendance déjà qu'on a vue sur les marchés américains et européens depuis le début de la semaine et qui est clairement liée à cette anticipation d'inflation et donc de réaction de la Fed. Okay. Donc, là, avec cette inflation transitoire, au cœur de cette discussion, éventuellement, comment les actifs d'investissement réagissent? Allons commencer, disons, par l'or. Alors, c'est assez intéressant parce que on a l'habitude de penser que l'actif qui lutterait le plus contre l'inflation est l'or. Il s'avère que on a vu que l'or ne jouait plus effectivement ce rôle-là, puisque depuis les plus hauts qui ont existé l'année dernière, qui étaient liés effectivement à une masse monétaire qui a explosé, donc un volume de liquidité extraordinaire, ça a été de l'ordre de plus 24% en annualisé aux États-Unis. Au début de l'année, on s'est retrouvé effectivement avec cette amas de disponibilité qu'il fallait remettre quelque part. Et jusqu'à début d'année, effectivement, l'or a joué un certain rôle, puisque l'or a tendanciellement grimpé jusqu'à atteindre un certain plafond, puis tomber, qui a été lié principalement au fait des anticipations de hausse des taux. C'est-à-dire que c'est la continuité de ce qu'on disait juste avant, c'est que les marchés ne sont pas dupes et ont bien compris que par rapport à la situation actuelle, si on remet ce graphe-là, par exemple, en avant, avec les anticipations d'inflation, si on les regarde ici, donc qui sont depuis 2018, la ligne blanche et l'anticipation d'inflation à 5 ans, on voit bien qu'il y a une certaine corrélation entre l'inflation et son corollaire, le taux 10 ans, qui est la ligne rouge. Et on voit que depuis le rebond marqué depuis le mois de mars 2020, qui est un peu en lien avec la reprise économique, si on peut dire ça, ou en tout cas les débuts de reprise aux États-Unis, on a aujourd'hui 2,37 sur les anticipations d'inflation, alors qu'en face, on a un niveau de taux d'intérêt qui reste autour de 1,6%. Donc on voit bien qu'il y a un énorme décalage qui peut avoir une incidence et donc une attente des marchés que les taux montent, ce qui donc aucun intérêt pour l'or puisque l'or ne verse rien. Donc si on regarde plutôt les différents types d'actifs et notre perception par rapport à ça, on voit bien que on a mis ici deux scénarios. Donc on a notre premier scénario qui est le scénario privilégié
avec une inflation transitoire, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir peut-être 1 ou 2 trimestres d'inflation, mais étant donné que l'économie est rentrée de plein fouet dans la digitalisation, et ça a été accéléré avec la crise du Covid l'année dernière, on a une digitalisation qui est déflationniste, puisque la technologie améliore les marges et la productivité. Et donc, l'incidence de ça, c'est la déflation en tant que corollaire. Donc, ça veut dire que dès lors que le retour à la normale aura été normalisé lui-même, on devrait avoir, après 1 ou 2 trimestres d'inflation marquée, un retour à la normale, en tout cas, ou une inflation qui sera transitoire. En tout cas, c'est aussi ce que prétend la Fed. Mais si c'était le cas, donc s'il y en avait une inflation transitoire et une continuité de la croissance économique, on l'a vu sur le précédent slide avec les chiffres de croissance, l'année 2021 semble être une année assez positive. On a en face de ça aucun intérêt à être investi dans l'or. Donc on a une vision très neutre par rapport à l'or qui devrait ne pas évoluer ou en tout cas ne pas marquer un réel intérêt. En revanche, est-ce que oui, c'est pas déjà le cas et tu vois que, disons, les investisseurs commencent à bouger de l'or pour partir vers, disons, les cryptos? Alors ça, c'est un point important, c'est-à-dire que l'intérêt des cryptos, puisque c'est assez similaire en fait à l'or, puisque l'or ne rapporte rien, je le répète, il n'y a pas un intérêt qui est versé, et c'est un peu similaire à ce que les cryptos font, c'est-à-dire que c'est une sorte d'actif dans lequel on vient loger et on attend une performance, on n'attend pas un retour en fait, ou un rendement ou un dividende. Dans ce cas de figure, les cryptos sont peut-être même plus à même à être facilement investis, puisque c'est plus, il y a moins de complexité à investir dans des cryptos que dans de l'or. Donc il y a effectivement cette partie-là, puis en plus les millennials sont assez sujets à ça, et une partie des chèques qui ont été versés par les Américains au titre des soutiens à l'économie ont pour partie très probablement été investis dans ces cryptocurrencies. D'après les statistiques, quasiment 2/3 des chèques ont été utilisés pour de l'épargne ou de l'investissement, et 1/3 uniquement pour de la partie consommation. Donc, ce qui veut dire que, effectivement, quand on voit comment l'or a évolué, probablement que les cryptocurrencies ont, elles, attiré un peu plus de cette manne. Donc, les cryptos sont aujourd'hui très spéculatives. Certaines sont en voie d'une régulation, et donc on peut commencer à les considérer du type Ethereum ou Bitcoin. Comme l'a dit très récemment le nouveau patron de la SEC, il est temps que ces cryptos soient régulés, et ce cadre-là va permettre en fait à ces cryptos de toucher un plus grand nombre d'investisseurs, puisqu'il y a une certaine sécurité à partir de là. Et c'est pour ça aussi qu'on est assez, dans notre scénario privilégié, tout comme dans le scénario alternatif, assez positif sur les cryptos, sachant qu'il faut quand même bien différencier la partie Bitcoin et Ethereum avec les autres cryptos qui ont encore du chemin et dont les tailles aujourd'hui sont relativement faibles. Sur les 2 trilliards, les 2 premières qu'on vient de citer représentent plus des 2/3 de la position. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, sur des actifs plus traditionnels, notamment dans la partie obligataire, on a donc les obligations et 2, les DIPS. Les DIPS sont des obligations qui sont liées à l'inflation. Les obligations, dans une remontée de taux, sont par défaut l'actif qui perd le plus. Puisqu'effectivement, si les taux montent, l'obligation à coupon fixe va voir son mark-to-market ou la valeur de son bond, de son obligation, baisser pour compenser effectivement cette obligation du taux. Cependant, si dans notre scénario privilégié, on est sur une inflation transitoire, c'est-à-dire qu'on va avoir un pic d'inflation qui va être lié à un pic de taux, si effectivement c'est transitoire, ça veut dire que ça sera une bonne opportunité pour rentrer à des taux attractifs sur les obligations et voir effectivement après les taux revenir à la normale et donc l'appréciation elle-même de la valorisation des obligations. À l'inverse, les PIPS, qui sont donc des obligations liées à l'inflation, on voit leur coupon ou leur rendement progresser en même temps que l'inflation, va être revue en fonction de l'inflation. Donc, si on est sur une période transitoire, c'est intéressant d'y être, mais si on est sur une inflation longue, ce qui est notre scénario alternatif, si on était sur cette partie d'inflation qui continuera à progresser de manière assez significative pour pas mal de temps, on aurait effectivement encore plus d'intérêt. Derrière, si on regarde sur le niveau action, on a réparti les actions en 4 grandes catégories, les qualitatives, les value, les techno et les financières. Évidemment, les qualitatives, si on est dans une économie qui revient à la normale, on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va repricer les sociétés en fonction de leur capacité à générer des profits, des cash flows
à long terme. Donc effectivement, on va les privilégier par rapport même à certaines actions type techno qui, eux, sont fortement sujettes au taux, notamment pour celles qui ont des niveaux de profit attendus à plus long terme. Dans quel cas, effectivement, on est obligé de pondérer cette hausse des taux qui pourrait avoir une incidence sur les technos, notamment si l'inflation devenait plus longue. Enfin, sur la partie, je dirais, plutôt matières premières, on a séparé la partie cuivre, pétrole et agriculture, où on voit effectivement que c'est l'agriculture qui en profiterait dans les deux cas de figure, puisqu'il y aura une augmentation de la demande. En revanche, la partie cuivre a atteint des niveaux assez élevés, et le pétrole, aujourd'hui, il y a à peu près 7 millions de barils qui ne sont pas produits par jour par les membres de l'OPEC+, qui sont prêts à le faire. Et dès lors que l'économie montrera des signes de progression, les niveaux de production vont augmenter. Donc, si on est sur une phase transitoire avec une continuité de la croissance économique, les prix devraient rester relativement stables. En revanche, si on est sur une inflation longue avec un ralentissement économique, là, effectivement, le pétrole a beaucoup moins d'intérêt. Voilà. D'accord. À ce moment-ci, on a beaucoup parlé des États-Unis, bien sûr. Allons parler un petit peu peut-être au niveau de l'Europe et peut-être même les marchés émergents avec peut-être éventuellement l'appréciation du dollar. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on est dans cette on a principalement analysé le marché américain, ici, en tout cas pendant ce webinaire, mais la raison pour laquelle on est particulièrement intéressé par le marché américain, c'est que c'est lui qui va donner le là par rapport à l'évolution à venir, à court terme, sur les marchés financiers et les différents actifs dont on a parlé. Donc, c'est pour ça qu'on a plus orienté sur la partie américaine. Mais il faut bien savoir que au début d'année, par exemple, on était assez confiant sur le marché chinois. Le marché chinois et asiatique a montré un certain nombre de problématiques, notamment avec les réglementations qui sont en cours et qui pourraient avoir un effet sur les valorisations des entreprises. On l'a vu notamment avec Tencent, avec Alibaba et autres. Ce qui fait que aujourd'hui, le cœur de l'activité, puisque c'est la première puissance économique, et le cœur du là international, ça reste les États-Unis. En plus de ça, si notre scénario d'inflation transitoire avec une continuité de la croissance économique s'avère se concrétiser, on va très probablement à court terme avoir une revalorisation du dollar au détriment en fait des pays émergents qui ont une dette qu'ils doivent souvent rembourser en dollars et qui est du coup plus coûteux. Donc ça veut dire que d'une part, on est donc avec une situation où le leader local chinois a lui-même un certain nombre de problématiques en termes de réglementation qui pourraient être d'autant plus aggravées par une hausse du dollar et ses incidences sur l'activité. Ensuite, si on regarde l'Europe n'est pas du tout dans le même tempo que les États-Unis. Pour mémoire, les Chinois sont les premiers sortis de la crise au deuxième trimestre de l'année dernière. Les États-Unis, c'était au troisième trimestre. Et nous sommes en fait en Europe sortis qu'à partir du premier trimestre, à la fin du premier trimestre de 2021. Donc on a un cycle qui est beaucoup plus tardif, qui est aussi plus problématique par rapport à l'euro, c'est-à-dire qu'on a quand même un budget qui a été évalué, un budget de 750 milliards de dollars qui a été validé l'année dernière pour justement fournir ces aides à ces pays, et qu'au final, un an plus tard, cet argent est encore en cours de déboursement. Donc ça veut dire que ces problématiques européennes, ce manque de coordination et vraiment les taux réels négatifs en fait européens vont probablement ne pas permettre à l'Europe de rebondir aussi fortement que n'ont pu connaître les États-Unis ou la Chine. Donc, ça veut dire qu'ils auront une sorte de demi-cycle et non pas un cycle complet de croissance, ce qui fait que du coup, effectivement, l'Europe aujourd'hui est plutôt en train de subir que de progresser. Ok, merci beaucoup. Je vais passer un petit peu avec les questions maintenant. Ok, tu as beaucoup parlé d'inflation transitoire, mais beaucoup parlé aussi de stagflation en ce moment. Oui. Qu'en penses-tu? Alors, la stagflation, pour faire simple pour tout le monde, c'est quand on a de l'inflation et pas de croissance. Ce qui revient un petit peu, et c'est la suite un peu logique de ce qu'on annonçait juste avant, c'est que l'Europe pourrait rapidement tomber dans de la stagflation. C'est-à-dire que pour l'instant, l'inflation est encore minorée, puisqu'on rappelle par rapport au cycle économique que l'Europe est un peu en retard, mais la croissance qu'on pourra attendre sur l'Europe est toujours relativement faible, et le rebond est encore plus faible. Donc, s'il y a un retour de la stagflation comme on l'a connu dans les années 70, ça serait effectivement assez dommageable pour l'Europe, et ça serait
un autre risque pour l'emploi qui est déjà fortement élevé. Enfin, les taux de chômage sont relativement élevés, on les a connus plus élevés, mais c'est vrai les incidences qui pourraient être plutôt négatives pour l'Europe. Ça ne sera pas le cas aux États-Unis, puisqu'effectivement les États-Unis ont un meilleur momentum que l'Europe en termes de cycle économique, mais ça peut être clairement le cas en Europe. Voilà pourquoi aussi on est un petit peu en sous-pondération sur la partie européenne. D'accord. Maintenant, au niveau des États-Unis, tu as le président Joe Biden qui a annoncé une taxation éventuellement pour les sociétés américaines et même les bien plus riches, allons le mettre comme ça. Quel impact ça aura éventuellement sur les investissements? Alors, c'est en gros, les discussions, en tout cas sur la partie corporate, enfin taxe, l'augmentation serait prévue entre 25 et 28%. Initialement, c'était 28% qui avait été proposé, qui a plutôt été mal perçu parce qu'il faut que ça passe après par le Congrès. Donc, ils ont revu effectivement cette taxe à la baisse, en tout cas en proposition, pour être plutôt autour de 25%, sachant qu'aujourd'hui, elle est à 21%. L'incidence que ça va avoir sur les earnings, on l'a calculé et c'est de l'ordre de 5%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos calculs, on s'attend à ce que les bénéfices par action sur les sociétés américaines du S&P 500 atteignent à peu près $190. Ce qui veut dire que si on a une chute des coûts supplémentaires ou des taxes supplémentaires qui vont représenter 5%, on aura probablement en base $180 pour l'année prochaine, sans compter la croissance économique. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut dire que de 1, l'incidence de la taxe est relativement limitée puisqu'elle a une incidence que de 5%, mais elle est toujours là, et que dans les conditions actuelles où on a des niveaux de price earning ratio, c'est-à-dire de multiples de bénéfices que le marché et les investisseurs sont prêts à payer sur le marché américain et de l'ordre de 22,5, il devrait normalement baisser. Donc si on multiplie par un dénominateur plus faible, il est probable que les marchés aient besoin d'un second souffle, ça veut dire au niveau de la croissance économique ou autre, pour pouvoir repartir encore plus loin à la hausse. Ce qui corrobore aussi le fait qu'en ce moment, les marchés sont en train de repricer ça. On n'est pas dans une phase de bulle, en fait. On est dans une phase vraiment plutôt de correction. D'ailleurs, si on était dans une phase de bulle, on verrait les taux américains fortement plus bas, puisque tout le monde se ruerait pour acheter du taux américain, ce qui n'est pas le cas. On a un taux qui est malgré tout relativement stable, puisqu'entre le début de semaine et aujourd'hui, il y a à peu près 6 à 7 bips d'écart, ce qui est relativement mineur par rapport à la hausse de l'inflation qui a été publiée. Donc, on voit bien qu'on n'est clairement pas dans une bulle, mais dans un marché qui corrige un peu par rapport à des excès et qui est en train de penser déjà aujourd'hui à 2022 et les différentes taxes qui vont être là. Sachant qu'en plus de la taxe sur les sociétés qui va très probablement être négociée et puis arriver au final pour 2022 uniquement, on a également la taxe sur les gains en capital gains qui pourrait lui-même être atteint jusqu'à 43% pour les ménages les plus fortunés américains, et qui, si on regarde cette population-là, correspond à peu près à $1 trillion au global. Donc, ça veut dire que ce n'est pas non plus anodin, mais évidemment, ce n'est pas parce que la taxe monte qu'on retire toutes ces billes, mais ça peut avoir une incidence. Donc, c'est pour ça que, évidemment, dans le contexte actuel avec les taxes et la forte croissance qu'on a connue, qui a été d'ailleurs marquée par la performance des marchés actions, on a une tendance là sur le court terme à avoir un petit peu de prise de bénéfices et une attente par rapport à 2022 et de savoir quels vont être les principaux facteurs et drivers ou catalyseurs pour l'année prochaine. D'accord. Dernièrement, les actions de la techno et aussi de la croissance ont été bien impactées. Oui. Éventuellement, est-ce que tu penses que ça peut descendre encore plus? Ah oui, ça veut dire que là, très clairement, les technos, et pour les technos qui ont des valorisations qui sont très élevées, donc avec des attentes de bénéfices qui sont très élevées, dès lors que les taux montent, elles sont directement impactées en fait. Donc le principe est là, c'est de dire si notre scénario est le scénario qui se concrétise, c'est-à-dire une remontée des taux pour être entre guillemets en corollaire de nouveau avec la partie inflation qui est en train de progresser. À partir de là, effectivement, on va avoir un repricing supplémentaire des technos. Mais ça veut dire que si ça se produit et que c'est transitoire, ça sera un bon moment pour être investi dans ces technos puisque elles-mêmes vont reprofiter par la suite d'un environnement de taux bas si effectivement cette inflation dont on parle et qui est le cœur du sujet revient à une certaine normalité à partir de fin du Q3 par exemple. D'accord. Et Marc Alex, je crois malheureusement on est arrivé à notre temps. Il y a pas mal de questions qui sont là, mais on va essayer de les répondre individuellement. Peut-être un petit mot de la fin pour toi?
Alors, déjà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On a été ravis, enfin, en tout cas, de mon côté, j'étais ravi de débattre avec Jonathan sur les différents points dont on a évoqués. Et je remercie aussi le partenariat avec le CCIFM, avec qui nous avons pu réaliser ce webinaire. Évidemment, pour toutes les questions qui ont été posées auxquelles nous avons pu répondre, on y répondra de manière privée comme on l'a annoncé. Et on est également disponible à chaque instant pour répondre à ces questions et aussi étudier des possibilités d'investissement ou de solutions personnalisées. C'est bon. Merci. Merci à tous.